Bienvenue Kian. Bonjour Mouloud, ça va ? Bonsoir. Bonsoir Mouloud, ça va ? Tout va bien ? Oui, très bien. Je voulais te parler de l'album avant de commencer l'émission pour plein de raisons. Parce que on te connaît en tant qu'humoriste, en tant que comédien, en tant que réalisateur, en tant que producteur, en tant qu'auteur. C'est quelqu'un qui a énormément de casquettes sur scène comme derrière la caméra. Et je dois t'avouer que j'avais une appréhension avant d'écouter l'album. Je vais pas te mentir. Franchement. Oui. Même moi, j'avais de l'appréhension avant de faire cet album. Non, mais tu vois, je me suis dit, on a connu des comiques qui ont fait de la musique. On connaît toujours les comiques et pas la musique. Et je le dis avec la plus grande des franchises, j'ai été extrêmement heureux à écouter cet album. Pourquoi ? Parce que c'est un album où tu dis des choses que tu me disais dans la vie au moment où tu l'écrivais, où la musique est extrêmement travaillée, où t'as créé un style en fait, on entend les inspirations. Moi je suis pas un grand connaisseur de slam, mais je vois que t'es allé chercher des choses dans cette culture-là. Voilà, c'est très musical, très inspiré, très écrit, très bien produit, et tu ne t'es pas moqué des gens. Voilà, donc respect pour cet album, je tenais à te le dire. Et j'étais obligé de te dire au préambule que j'avais peur. Voilà, j'avais peur. Ouais. Bah écoute, merci pour ta franchise. Ça me touche. Bah ouais. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et j'ai pas essayé de tricher. J'ai la musique en moi depuis que je suis tout petit. Et c'est pas un rêve inaccessible, c'est plus un moment. Et j'avais besoin de m'exprimer. Je l'ai fait avec de la musique parce que je trouvais ça intéressant. Donc j'ai essayé de m'entourer de gens qui étaient compétents. Petit, tu jouais de l'alto, c'est ça ? Ouais, j'ai commencé le conservatoire à 5 ans jusqu'à mes 20 ans à Reims, au conservatoire de Reims, et j'étais en école spéciale, c'est ce qu'on appelle horaire aménagé, c'est-à-dire que le matin tu fais des maths, tu fais des additions, t'apprends les multiplications, puis après tu fais de l'alto, de la chorale et du solfège tout l'après-midi. Et après, pareil, t'as le goûter, enfin tout ça, juste que t'as appris un autre langage, quoi. Et donc j'ai vraiment grandi avec ce langage dans toute ma vie. J'ai toujours fait de la musique. Moi, j'ai appris à gratter. J'ai voulu être le mec qui joue du Bob Marley à la plage. Je suis devenu ce gars-là. Pas ouf. C'était pas concluant. Mais un peu un regard dans le vide avec des leçons de vie. Ouais, voilà, ouais. Avec des dreads. À l'époque, j'avais des dreads. Enfin, j'avais des veuches déjà. T'avais des veuches déjà, ouais. J'avais pas vraiment des dreads. J'avais des cheveux sales. J'avais pas des vrais dreads, tu vois. De la poésie, quoi. J'étais entre deux. J'ai toujours été entre deux. D'ailleurs, quand j'avais des cheveux, toujours dit je vais avoir les cheveux longs, puis j'ai toujours coupé à mi-long. Puis après, je vais avoir les cheveux courts. J'ai jamais eu l'occasion, jamais eu le courage d'avoir les vrais cheveux longs. Non, mais après, c'est un parcours. Bref, je compose quelques musiques de ma série. Je partage le quotidien avec des musiciens. J'ai toujours ça dans ma famille et dans mes amis. On fait de la musique tous les soirs. C'est quelque chose qui m'a jamais, j'ai jamais prétendu être un artiste musical ou quoi que ce soit. C'est juste que, ça fait partie de moi et j'avais envie de m'exprimer. J'avais des textes que j'avais depuis plusieurs années en tête, des envies, des choses. Et j'avais ce truc un peu psychologique, des schémas un peu où tu te dis, c'est fou, ça fait 3-4 fois que je me retrouve dans la même sauce, où je repars à zéro, émotionnellement, dans des relations d'amitié, dans des relations, j'ai l'impression de me faire un peu avoir. Et le dénominateur commun là-dedans, c'est moi. Donc je me dis, tiens, c'est peut-être que je devrais travailler un peu sur moi à ce moment-là et en fait c'est ce que j'ai fait et donc je suis allé à cet album, c'est un peu une conclusion de moi d'avant. Mais il y a quelque chose aussi de très récurrent dans ton œuvre, qu'il s'agisse de ce que tu fais sur scène ou de ce que tu as fait avec Bref ou avec d'autres formats, c'est la rupture, le point de départ de la rupture. Ça, c'est toujours quelque chose dont t'as du mal à te remettre en fait. Ouais, c'est un truc qui m'a toujours surpris depuis que j'ai 15 ans en fait. La rupture, c'est j'ai jamais trop compris ce concept de tu sais là, c'est vraiment le cycle de la rupture, c'est assez intéressant en fait parce que c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose, sauf que t'es de moins en moins surpris. C'est un peu l'histoire de cette chanson Agendas que j'ai dans l'album. C'est c'est l'histoire dans un instant. Ouais, c'est l'histoire d'un gars qui se fait larguer et qui dit je m'auto-quitte. Ouais, je m'auto-quitte, je sais ce qui va se passer, je vais être triste, je vais pas avoir envie de sortir, je vais manger de la glace, je vais écouter mes playlists de rupture, je les ai déjà de toute façon. Je les avais déjà à la dernière rupture et en fait, tu reviens à ça et en écrivant tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai décidé de tourner la page à tout ça. Il y a jamais de réponse à comment se remettre d'une rupture, même quand un pote donne des conseils. C'est jamais des bons conseils. C'est vrai. Ouais, là c'était un peu le manuel du voilà ce qui va se passer. Voilà, je sais ce qui va se passer et puis
Je me rappelle une fois, j'avais un pote qui me dit ça va, je fais ouais, je suis malheureux, mais c'est normal, je viens de me faire larguer, quoi, c'est normal. J'étais là en mode t'inquiète pas, c'est normal, hein, je connais. Un docteur largué, quoi. Ouais, voilà, je connais, t'inquiète, je connais. Et maintenant? Ah ben maintenant ça va, écoute, ça va, j'ai de la chance, j'ai rencontré une femme incroyable, je me suis marié, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une force, ces textes, parce que c'est un peu le message de cet album, c'est-à-dire exprime-toi pour essayer de comprendre et s'exprimer. C'est pas forcément faire des musiques, c'est juste s'exprimer, c'est, je sais pas, peut-être pratiquer un art, discuter avec ses amis, aller voir un psy, faire du sport, s'exprimer, faire sortir les choses qu'on a en nous, et pour aller mieux. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment coupé le schéma, là, ça y est. Il y a aussi quelque chose que tu combats, en fait, même à travers ta démarche, c'est la peur. Ouais. Cet album, c'est un condensé de peur d'adolescence, de peur d'adulte, peur de grandir, peur de mal vieillir. Il y a énormément de peur, en fait. Peur d'être seul. La peur d'avoir peur aussi. Ouais. La peur de me dire... je sais pas. J'ai toujours, à mon avis, j'ai tellement peur que je cherche à maîtriser. Plus tu cherches à maîtriser la vie, moins tu y arrives, parce que la vie, ça se maîtrise pas du tout, quoi. Donc forcément, tu développes des angoisses, et c'est une contradiction au fond de toi. Donc tu dis, putain, merde, c'est ouf, pourquoi j'ai des angoisses et tout. Alors ça peut paraître très nombriliste, parce que je suis très dans l'intérieur, dans l'intimité, et c'est un peu ma quête à moi, c'est ma quête de gars qui écrit des trucs, c'est d'aller au fond de l'intimité, et on se connaît un peu, et tu sais que plus je traite de l'intimité, plus c'est pas que je me soigne, c'est que je vais mieux, et plus les rapports autour de moi sont apaisés, et je sens que j'ai plus de force pour donner de l'énergie derrière. Donc je pense que c'est un chemin aussi pour justement s'ouvrir aux autres, et justement s'ouvrir à notre société et avancer. Et le prochain step, je pense qu'il sera un peu moins dans l'intime et justement plus ouvert. Mais moi je trouve que c'est ce qui est fascinant chez toi, c'est ta capacité à traiter de l'intime avec quelque chose... On parle souvent du travail sur soi, mais... Toi, c'est la mode là. Il y a le travail pour les autres en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu mets énormément d'énergie à travailler tout le temps. Je t'ai jamais vu faire quelque chose au hasard. Tout est calculé, tout est pensé. Et c'est même quand on te côtoie dans le travail, ça peut être angoissant. On se dit mais attends, ce mec-là arrive, il a déjà posé ses rails, tout est carré, tu sais où il va aller. Et je me suis toujours demandé, est-ce que finalement toi, ton travail sur soi, c'était pas un travail pour les autres, c'est-à-dire de donner aux autres ses failles. Ouais. Ouais, bah c'est exactement ça. Tu tombes dans le mille. J'ai toujours fait passer les autres avant moi, de toute façon. J'ai toujours beaucoup donné aux autres, à mon entourage, les gens qui m'ont côtoyé. Enfin voilà, j'ai toujours voulu passer au second plan. Je me dis que j'étais pas important, mais je pense que pour avoir l'énergie de le faire, déjà je le fais parce que ça me fait plaisir, vraiment, et parce que je prends un vrai plaisir à donner. Et je pense que on est dans une société où on nous dit beaucoup d'acheter, mais on ne dit pas de donner. Et quand on dit donner, il y a un truc un peu étrange derrière ça. Alors que donner, c'est donner de son temps, donner de son... Il y a un acte dans l'acte du don, il y a un truc de... je sais pas, j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, on est programmé à recevoir le plaisir de faire plaisir. C'est bizarre à dire, mais... Et j'ai toujours pris ce plaisir-là à voir les autres évoluer, leur donner du temps, leur donner, je sais pas, tu vois, avec mon pote Navo, on donne beaucoup d'idées, beaucoup de temps, on boit des cafés avec des gens, ils ont des projets, on leur parle de trucs et tout. Et ils sont contents, et ils repartent avec, et on est très contents, on a toujours été très, je crois que la générosité, c'est une clé pour justement ne pas se renfermer sur soi. Après, c'est facile dans ma position de dire, ouais, faut être généreux, mais je l'ai toujours été. J'ai toujours été ce gars qui pense à l'autre, mais à un moment donné, même dans ma dépression, quand j'ai fait une dépression genre il y a 15 ans, j'étais vraiment genre alité et tout pendant 8 mois. À ce moment-là, je me suis dit, si j'arrive à aller mieux, j'avais un truc en tête, je me rappelle très bien de ces pensées, j'étais devant c'était une ricorée, mon café c'était une ricorée, et je me suis dit, si un jour j'arrive à aller mieux, j'essaierai de trouver les clés pour aller mieux et de les donner aux gens. C'est vraiment le plus important pour moi, et c'est ce que j'essaie de faire dans tout mon travail, c'est de dire, au final, on nous dit qu'on est tous un peu genre pas normal, pas machin, mais en fait il y a une sorte d'égalité dans l'intimité. Je veux dire, voilà, voici des clés. J'espère qu'elles vont vous aider, parce que moi elles m'ont aidé. Elles m'ont aidé, et quand j'allais pas bien, j'avais vraiment besoin de clés. Donc voilà, c'est un peu genre, c'est un syndrome de l'infirmier, tu vois. Genre... Déjà, tu viens de donner une clé par rapport aux gens qui souffrent de dépression, c'est d'admettre. Qu'un jour on ira mieux. Waouh, ça c'est tellement dur, la dépression. C'est tellement dur qu'il y a tellement de dépression au pluriel et de gens qui sont dans un besoin d'aide que j'arriverai pas à donner un principe. Mais c'est vrai que si je peux parler personnellement, c'est que j'ai dû à un moment donné, tu sais, c'est comme un bureau, il y a plein de dossiers dessus. À un moment donné, on va arrêter de remplir les dossiers, on va nettoyer, on va ranger les trucs, et après on va y aller. Ça, c'était mon chemin. Après, je connais pas le chemin de la dépression, j'ai juste que j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont
voilà, qui m'ont aidé, qui m'ont fait voir un docteur, et ensuite j'ai vu un docteur, du coup ça allait mieux, et c'est mon chemin, ça, c'est mon chemin dans la dépression. Mais après c'est ça qu'aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, même là-dedans, tu te dis putain, j'ai été malheureux, mais je sais que je vais être heureux, parce que maintenant que après une dépression, quand tu te remets, tu te dis putain, c'était cool, j'ai été heureux après, et tu sens quand le spectre revient, la fameuse peur d'avoir peur, tu vois, quand le spectre de la dépression qui te dit ah, tu vas retomber en dépression, ça serait, tu dis ah non, c'est un truc que tu maîtrises pas, t'as peur d'avoir peur, justement, t'as peur de ces peurs, et tu dis ah merde, ça va revenir, mais tu sais au fond de toi, tu dis non, mais j'ai déjà été mal, mais j'ai déjà été mieux derrière. Et c'est un peu le principe de l'album, c'est de dire je sais que je vais pas bien, mais je sais que je vais aller mieux derrière. Je me permets de te poser des questions personnelles, parce que cet album est extrêmement personnel. J'ai passé un week-end avec toi en l'écoutant, vraiment. Je l'ai pour préparer cette émission, et j'avais un titre à te suggérer pour cet album qui aurait pu s'appeler Trouver sa place. Ouais. Et on a l'impression que t'as passé ta vie à essayer de trouver ta place par rapport, ta place de fils, ta place de fils de ton papa, ta place de fils de ta maman, ta place de frère, ta place d'amoureux, ta place d'ex-amoureux, ta place d'artiste, et là, ta place de musicien. Ça va? Bah non, mais c'est très profond ce que tu racontes. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai cherché. Bah c'est ma quête. Ouais. Même ta place d'enfant cool à l'école. Ouais. C'était très très dur apparemment les années collège, lycée. Ouais, c'était dur, et en même temps c'était pas dur. J'ai toujours une dualité. J'ai une personne qui m'a dit récemment, il m'a dit putain, j'ai écouté dans une interview, tu disais que c'était dur au collège, mais on t'aimait bien au collège. Je fais ouais, j'étais bien, mais moi je me sentais pas bien. C'était juste ça en fait. Il y a une dualité, tu vois, entre ce que t'admets, ce que tu n'es pas. Enfin, j'en ai vachement traité dans Bref, le côté genre je dis quelque chose et à l'intérieur en fait c'est brisé, tu vois. C'est un truc, on en a fait des blagues d'ailleurs, mais ouais, c'est vrai que je cherche ma place, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis au risque de paraître un peu pompeux. C'est juste que bah là ça va. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi. Maintenant, je suis chez moi. Ça y est, j'ai chez moi. Je partage ma vie avec quelqu'un de formidable, et je suis vraiment heureux. Et voilà, désolé, je sais que c'est relou, c'est casse-couille d'entendre ça, mais voilà, ça va. Et je pense que c'est ma quête. À partir de bientôt 40 ans, je me dis ça y est, j'ai fait le tour. J'ai vu ce qu'il fallait voir. Et dans ta quête, il y avait celle de la personne idéale. Et tu m'as dit quelque chose, c'était que tu dis en fait la personne idéale, elle est pas idéale. C'est pas un truc. Tous les films que t'as pu te faire, tout ce que t'as pu attendre, la vie te donnera autre chose. C'est hyper intéressant que tu utilises le mot film, parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, c'est la projection. C'est que tu te projettes sur quelqu'un avant même de le connaître, et tu fais une erreur totale. Moi, ça a été une erreur capitale pour moi de me dire ah putain, cette personne. Mais dans tout, en amitié, en travail, en amour, en tout ce que tu veux, tu projettes. Tu projettes un truc que la personne d'ailleurs peut t'aider à projeter sur elle, tu vois. Et en fait, tu dis mais là c'est une pire. Vaut mieux d'abord connaître les gens, les sonder, discuter avec eux, et voir ensuite si ça passe, tu vois. Et j'ai longtemps fait cette erreur. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une erreur pour moi. Et parce qu'aujourd'hui, je fais plus ça, et je suis avec des gens que je connais bien et que j'adore. Et il y a aussi l'instinct d'être avec quelqu'un, de pas s'empêcher de pouvoir lui prendre la main, de pas pouvoir. C'est des choses qu'on ne peut pas projeter en fait, ça. Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi l'instinct qui est façonné par le fait de pas être seul. Et l'envie de pas être seul, je pense que c'est un piège de se dire, tu vois. Je me suis souvent répété qu'il fallait être heureux tout seul pour être en couple. Je me suis mis plein de fois en couple parce que j'étais pas heureux tout seul. Donc je me suis dit, c'est un truc que je dis dans mon spectacle, ça, tu vois. Donc je dis bah voilà, c'est un truc qui m'a souvent. Je croyais que je me construisais, mais en fait j'allais retarder ma construction à chaque fois, quoi. C'est bizarre, hein. Je sais pas si c'est intéressant ce qu'on raconte. C'est intéressant ce qu'on raconte. Ça l'est. Il y a des gens qui, oui. Ouais. Pardon. Ouais. Ça m'intéresse en tout cas. Ouais, ok, d'accord. Ouais, cool. C'est le détail qui dit tout. Cette boîte d'agendas devant laquelle on s'est tous retrouvés. Voilà, regardez mon poids, vous allez comprendre ma tristesse. Mais ce sens du détail, en fait, c'est que quand on écoute, il y a cette expression, le diable se cache dans les détails. Il se cache aussi dans l'album de Kian qu'aujourd'hui. Carrément le diable. C'est vrai que j'adore les détails. J'adore ce petit truc qui répète. J'adore détecter les schémas. Depuis que je suis gamin, j'adore détecter les schémas. Ma voisine faisait des petites répétitions chuchotées. Quand j'avais 7 ans, je me rappelle, elle disait ah c'est super, hein. C'est super, hein. Et en fait, là, à ce moment-là, je fais c'est marrant pourquoi elle répète. Et après, je détecte à 15 ans que d'autres gens le font, puis à 25 ans, puis après, je me dis bah tiens, dans un spectacle, je vais le mettre du coup. Et c'est un peu
C'est un peu des trucs que j'aime détecter. J'adore détecter un truc qui se répète plusieurs fois. Et c'est le but de ce morceau, de dire bah tiens, c'est marrant, le malheur, je l'ai détecté 3 fois là. C'est marrant, c'est intéressant. Quand on écrit des blagues, le sens de l'observation, c'est extrêmement important. Et la plupart des artistes de stand-up comme toi ont une façon différente de rire de la vie. C'est-à-dire que si quelqu'un va tomber par terre, la personne lambda va rire, l'humoriste va essayer de comprendre ce qui s'est passé avant, après. De ouf. Moi, je suis déjà en train de penser au mec qui a mis la dalle, qui a eu une sale journée, qui s'est dit, ouais, faut que je termine le goudron. De toute façon, ça va aller, c'est bon. Je suis déjà en train de, moi, j'imagine une embrouille avec la personne à qui il est. Le matin, son patron qui l'emmerde et tout. Je me dis, là, il y a tout un truc à créer, un univers à créer. Et après, t'as un mec qui se pète la gueule. Et c'est intéressant, ça. Donc, rire, c'est quelque chose que tu sais faire. Ouais. Ou attends, on peut aller carrément chez le concepteur de la chaussure. Voilà. Qui a dit, bah, c'est bon, faudra un fil. Ça suffit pour le talon, c'est un fil. Maintenant, les gens disent, non, c'est 2 fils. Il y a un mec qui dit, ah, je quitte la boîte et tout. Si on met pas 2 fils pour la semaine, elle va se barrer. Et en fait, elle se barre et tout. Et en fait, c'est marrant que ça arrive. Pardon, c'est ce genre de truc qui se passe dans ma tête. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est écrire des blagues ou des rimes des blagues qui font rire ou des rimes qui font pleurer? Je pense que le plus dur dans toute ma vie, ça a été d'admettre et d'être sincère. C'est ça le truc. Après, la forme, elle vient avec la personnalité que t'as sur le moment où tu l'as et la période de ta vie que tu vois. J'écoute beaucoup de gens qui riment et ils le font avec brio, et j'écoute beaucoup de gens qui parlent, ils font avec beaucoup de drôleries aussi, beaucoup de gens drôles dans mon entourage. Je pense que l'essentiel, c'est d'être sincère et d'être soi-même. C'est ça, c'est une quête. Hein. Tu vois, t'as déjà vu plein d'artistes émerger et ceux qui tabassent tout, généralement, c'est les gars qui sont, ils sont en adéquation avec qui ils sont. Ils jouent pas un rôle. Et c'est ce qu'on aime, ça. Moi, ce que j'aime chez un artiste, c'est son authenticité, c'est le fait de dire, ok, c'est vrai, il triche pas. Dans les inspirations, il y a Grand Corps Malade. Ouais, il y a Grand Corps, il y a Fabien qui premier album. Midi 20 en 2005, je travaillais à la 2006, je travaillais à la banque et j'écoute ça, je me dis c'est fou, en fait il a rendu ça accessible, et j'écris mes premières rimes à ce moment-là, j'écris des poèmes, je me rappelle, je suis au cours Simon et j'écris un poème où je règle mes comptes avec tous les gens qui me, tu sais, pendant le spectacle de fin d'année, je règle les comptes avec tout le monde en poème, en vers, tu vois, et je trouvais ça intéressant, tu vois, c'est comme ça que c'est né. Il y a Fauve aussi, Fauve, le collectif Fauve aussi m'a beaucoup influencé. Il y a des gens comme ça qui m'influencent énormément, ouais. C'est très adolescent, Fauve. Ouais, mais je trouve que ils ont démocratisé le spoken word, ce qu'on appelle justement le parler un peu phrasé sur de la musique. Ils l'ont vraiment, je trouve qu'ils l'ont amené à un niveau que j'aime beaucoup, et bah, je trouve ça cool. Je trouve ça très bien. Il y a également Orelsan avec qui t'as travaillé. Ouais, oui, dans la vie, ouais. Oui, dans la vie. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on écoute l'album Civilisation d'Orelsan et le tien, il y a quelque chose d'assez ressemblant, qui est comment trouver ma place et comment vivre à mon âge. Ouais, c'est vrai. Ben, on a une filiation avec Aurel assez. Pourtant, on se parle pas de nos projets à chaque fois. Enfin, on avance, et perdu d'avance. Son premier album, j'ai été tellement secoué quand je l'ai entendu. J'ai fait le mec parle des chevaliers de Zodiac. Attends, c'est un sujet en fait, les chevaliers de Zodiac. Je savais pas. Moi, je pensais que c'était un truc qui intéressait personne. C'est la vie. C'est un sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a un morceau d'amour sur sa femme qui s'appelle Athéna. Oui, big up Orelsan. Il était pour nous celui-là. Merci Aurel. Non, mais quand il fait ça, quand il parle de tellement de sujets, il a réussi à dire, ouais, ça c'est des sujets. Et je trouve ça incroyable de l'avoir traité artistiquement. C'est inédit, quoi. Parle-moi d'un morceau sur l'album qui s'appelle Le Dernier, la Dernière. Ouais. Parle-moi de ce morceau. C'est un morceau que j'ai écrit en 2013, en juillet 2013. Je suis à la clinique Courlancier à Reims et je suis dans un service qu'on appelle les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est des soins du au revoir. C'est là pour accompagner les gens qui vont partir. Et j'ai écrit ce morceau parce que je me dis, c'est fou. La vie est faite de dernière fois. Elle est faite de première fois, mais même une première fois, c'est une dernière première fois. C'est pour ça que j'ai dit que c'était mon dernier premier album. Voilà, je trouve que c'était intéressant de voir la vie sous le dire, mais en fait, profitons-en parce que c'est la dernière première fois que ça m'arrive, ou c'est peut-être la dernière fois que ça m'arrive. Mais j'ai arrivé d'aller dans un pays et de dire, c'est peut-être la dernière fois que je viens. Ça se trouve, on se dit c'est vrai, je reviendrai, mais c'est peut-être la dernière fois que tu viens. C'est un morceau qui parle de ton papa. Ouais. Tu en as parlé également dans ton spectacle. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir écrit une chanson et des blagues sur ce sujet, ça t'a permis d'avancer? Oui, grave, bah ouais. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien, pardon. En fait, ça m'a pas enlevé la tristesse et la nostalgie. Ça m'a enlevé la tristesse, ça me l'a remplacé en nostalgie. Voilà, c'est ça que ça m'a aidé à faire. Et la nostalgie, c'est plutôt joli, tu vois. C'est pas triste, la nostalgie. Même si ça fait pleurer des fois.
Mais c'est des larmes chaudes, c'est pas des larmes de j'avancerai pas. Ça m'a permis d'avancer. Ouais. Qu'on peut parler d'un autre morceau, Une femme parfaite. Ouais. Alors c'est quoi une femme parfaite? C'est ça qui est marrant. On a beaucoup de discussions là-dessus. Ouais. Bah c'est dans la chanson justement. Je trouve ça marrant. C'est une femme. Je trouvais ça prétentieux de dire voici ce que c'est une femme parfaite et justement de déconstruire tout ça quoi. Parce qu'on entend beaucoup plus une femme parfaite qu'un homme parfait. Il y a beaucoup plus d'injonctions. Ah bah oui, c'est ça qui est parfaite. Absolument. Ouais. C'est un peu le constat de cette société sexiste qu'on a depuis des années. Ouais. Et à l'inverse, ça serait quoi un homme parfait? Oh ça y est, je ressens la pression. Non, je sais pas, moi. Je sais pas, je pense que c'est un... Je sais même pas si... je pense que c'est quoi un parfait, quoi. On va pas dire homme, femme, on s'en fout, quoi. C'est dans la nature humaine d'être pas terrible. Ouais, ouais, je pense... Il y avait un truc que j'aimais bien, je sais plus qui m'avait dit ça, il m'a dit, c'est quand le défaut de l'autre rend ta personnalité comme une qualité à son égard. Je trouvais ça intéressant, tu vois. Je pense que peu importe le rapport qu'on a, justement, c'est quand t'as tes défauts et c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est mon chien. Mais c'est le côté genre ouais, la personne a des défauts, mais ces défauts te renforcent et te rend justement bienveillant et fort à son égard, et du coup la personne a une reconnaissance envers qui tu es, et toi c'est pareil. C'est là où les défauts et les qualités sont... j'arrive pas à l'expliquer, mais les défauts sont les qualités je sais plus. C'est la nature humaine. Pourquoi le titre de l'album? Comment il a été choisi? L'horizon des événements? Ouais. C'est mon kiff pour les chaînes YouTube qui parlent d'espace. J'adore regarder la vulgarisation sur l'espace, que j'ai jamais rien compris à l'espace. Et en fait, il y a des trous noirs dans l'espace. C'est un truc de ouf. Il y a des trucs, on sait même pas ce que c'est, mais c'est des trous noirs. Et on a la preuve aujourd'hui que ça existe. Il y a un JPEG qui est sorti, on croit que ça a été pris qu'une webcam, mais c'est un truc hyper stylé. Et en fait, un trou noir, ça absorbe tout, ça absorbe la lumière, le temps et tout. Et je trouvais ça marrant quand tu vas pas très bien, tu te dis putain, c'est ouf, j'ai l'impression d'être dans un trou noir. Donc le temps passe plus lentement, la lumière, elle te fait un peu mal au crâne, tu vois. Donc je trouvais ça intéressant de dire, il y a une sorte d'entrée dans un trou noir quand tu vas pas bien, et la limite de ce trou noir, ça s'appelle l'horizon des événements. C'est là où la lumière repart et c'est là où la lumière n'est plus aspirée par le trou noir et où le temps retrouve son temps normal. Alors que si toi on te regardait dans le trou noir, on te verrait au ralenti comme ça entre des... c'est hyper le concept est ouf. Mais ça interroge aussi sur le pouvoir de la musique. Souvent quand on va bien, on écoute des chansons tristes pour aller mieux, encore mieux que quand on va bien. Et quand on est triste, on écoute des trucs hyper festifs. C'est quoi ce pouvoir bizarre? Par exemple, toi tu sors un album avec une certaine mélancolie et une grosse dose d'introspection, mais c'est un album qui met bien. Ah bah écoute, je suis touché. Je suis content. C'est pas un album dark, quoi. Non, j'essayais de pas trop être deep. Il y a des morceaux qui sont plutôt gaulerie dedans. J'essaye si tu l'écoutes dans son ensemble, l'album, et à la fin, vraiment, tu sors du trou noir, quoi. Normalement, moi, je suis sorti du trou noir grâce à cet album, donc, c'est cool. Quand Stromae fait Alors on danse, elle est incroyable, cette chanson, parce que si tu la regardes bien, c'est des gens qui vont s'amuser en boîte sur cette musique, justement, et il décrit exactement le pourquoi tu danses, pourquoi tu t'amuses, quoi. Et je trouve ça assez incroyable d'avoir cette lucidité et ce beat derrière qui n'a rien à voir avec le propos. Il y a aussi ce personnage dans l'album du rappeur qui n'arrivera jamais à poser son texte. Ouais, est-ce que t'as été ce mec, au fait? Je suis toujours ce mec. J'aimerais rapper, mais je suis pas un rappeur. Justement, je trouvais ça marrant d'être je suis un super gars qui lance. Ok, c'est bon, écoute ça, mon pote. Ok, on va y aller. 1, 2, je suis un super mec qui compte 1, 2, mais je suis pas. C'est le moment d'après que j'y arrive pas. Il faut 10 ans minimum pour être un excellent rappeur. Il y a une sensation des mots, il y a une sensation je suis pas cette personne, donc je me suis dit ça pourrait être marrant de mettre dans la peau d'un mec qui va lâcher son 16. Mais moi j'ai l'impression que ces 10 ans tu les as mis pour faire cet album. C'est pas un truc qui a été fait sur un coup de tête. Non, c'est pas un coup de tête. Non, c'est plusieurs événements qui m'ont amené à le faire. Ouais. Et ça s'est construit sur plusieurs années. Ça s'est construit sur à peu près 10-15 ans. Ouais. Au début t'avais peur? Oui, mais j'avais peur pour Bref aussi. Enfin, j'ai toujours peur d'avoir peur, donc c'est un truc qui m'a pas quitté. Donc c'est ma femme qui m'a dit de toute façon, même quand tu fais ton spectacle tous les soirs et tout, que voilà, tu vois, c'est un truc que t'as bossé pendant 4-5 ans, tu le mets sur internet, les gens ils kiffent et il y a toujours des gars qui disent c'est de la merde. Bon, même dans ton endroit, ta zone de confort où t'es à l'aise et tout ça, il y a des gens qui kiffent pas, donc peu importe. Si toi tu kiffes et fais ton truc et vas-y, va au bout de ton. Et j'ai eu un vrai soutien à ce niveau-là, quoi. Et la musique chez toi, c'est également ce qui a permis de te retrouver marié aujourd'hui. Ouais. Apparemment, la demande en mariage a été faite
en musique. Je connaissais ma femme et je l'ai retrouvée à un concert de M. Et puis il se trouve que j'ai travaillé avec Mathieu Chédid et il m'avait invité à la maison pour faire un live où je faisais des blagues. Il m'accompagnait à la guitare et moi je faisais des blagues au micro. Pendant un live Facebook, et il y avait ma copine qui était là, qui allait être ma femme, et on était là, et à un moment donné, il dit bon bah cool, merci Kian d'être là dans son live Facebook, et je me retrouve sur le bord le rebord du live, quoi, et je suis là avec ma copine, on est là, on est main dans la main, tu vois, et puis là il y a M qui dit il dit aux gens sur Facebook, je vais faire une impro, si vous avez des mots, envoyez-moi des trucs et tout, et il commence à faire un concert. Je me dis putain, je suis dans un concert privé de M, on est que deux devant lui, juste il y a deux mecs derrière lui, c'est le batteur et le bassiste, nous on est devant, on regarde, on kiffe, tu vois. Et je me dis, putain, c'est ouf, c'est connecté à notre histoire. Et en plus, il fait une impro. Et je trouve que s'engager dans une impro, je trouve que c'était le plus beau symbole. Et je lui ai dit, ça dit qu'on se marie. Elle m'a dit grave. Et voilà. Et là, l'impro, elle tourne là maintenant. Et je suis trop heureux. Et désolé encore une fois. Et la peur de demander une fille en mariage. C'est là où c'est la première fois de ma vie où parce que c'est exactement ce que je racontais tout à l'heure, c'est que je la connais. Et j'ai pas projeté. Là, je suis amoureux de la vraie personne et je lui dois beaucoup parce que j'ai appris beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de connaître un amour que j'avais jamais connu avant. Un truc différent, un truc qui me va. Cette fois, ça me va. Donc, t'as plus peur. Avec elle, j'ai jamais peur. Vraiment, je te jure. À quoi t'as réalisé ça? Je sais pas, c'est ouf. Tu te forces pas, quoi. Il y a une phrase qui dit d'Aurel qui dit. Il y en a il y en a qui disent qu'il faut se forcer à se parler un peu tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien d'amour. Quand j'écoutais ça, je fais ouais, j'en mets. C'est vrai qu'il faut faire un peu de travail, il faut travailler sur la relation. Zéro travail. Ça match. Vous pouvez des fois passer du temps sans parler. C'est ce qui est encore mieux, quoi. C'est les moments de simplicité, c'est les moments où tu dis c'est cool, quoi. Et puis elle m'accepte comme je suis et ça. T'as pu garder tes chevaliers du Zodiac? Mais mec, tu sais ce qu'elle a fait. Elle m'a aménagé mon endroit chevalier du Zodiac. C'est ça qui est. Ouais. Et ça, tous les chevaliers d'Athéna savent que c'est un moment incroyable. On sait tous. Les 88 chevaliers d'Athéna sont importants. Ils sont dans un foyer. Et là, elle connaît mon délire pour les jouets et tout. Elle m'a installé un endroit des années 90, quoi. Chez nous, on a un endroit et c'est vraiment, ça ressemble à une chambre des années 90, quoi. Cette chambre des années 90, qu'est-ce qu'elle te permet de garder? C'est intéressant. Quand t'es enfant, regarde, ferme les yeux, fais l'exercice de pensée, t'es enfant, tout le monde est vivant, personne n'est en embrouille, il n'y a pas de loyer, il y a juste des devoirs ou vite fait un coloriage à rendre dimanche soir. Et quand t'achètes un jouet, le meilleur moment, c'est quand t'as la boîte et que t'as l'arrière de la voiture et que tu sais que tu vas l'ouvrir chez toi. Ta mère, tu l'ouvres pas tout de suite, hein. C'est comme le cadeau de Noël, tu vois. Et je sais que maintenant, je comprends l'amour pour les boîtes de jouets parce que je trouve que c'est un truc de ouf. Tu dis, ce moment-là où j'étais excité d'ouvrir la boîte, c'est ce moment-là, il est éternel. Si j'ouvre jamais cette boîte, je resterai dans cet état d'euphorie de... C'est un truc de ouf. Et c'est ce que ça me rappelle, tu vois. C'est ce que ça me rappelle, tout ça. Je vois très bien l'odeur du lait qui chauffe. Je vois très bien mon père qui écoute du Queen. Après, ma mère qui met la Traviata. Je vois tout à fait cette ambiance du dimanche matin où je vois ma mère démaquillée. Elle était toujours maquillée. Je la vois démaquillée. Je me rappelle ça. Je vois tout ça, en fait. Tout ce truc-là, c'est des odeurs, c'est des ambiances. Et c'est ça que ça te ramène une chambre des années 90. Ça te ramène cette éternité où il y avait justement où c'était l'éternité. Je pense que c'est la première fois que Pegasus Fantasy a été joué sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 22h. L'album L'Horizon. Elle est cool notre sous-culture. Hein. Grave. L'Horizon des événements est sorti. Pourquoi sous-culture? Franchement, est-ce qu'on peut parler de sous-culture maintenant? Je trouvais ça marrant. Non, mais juste ça qui est marrant. Parce que nous, on aime bien mettre en début d'émission la phrase d'Orelsan, je suis de retour avec ma sous-culture parce que c'est nous le futur. Ouais. Mais en vrai, on a gagné. Ouais, je pense que maintenant, on peut d'ailleurs remplacer le ministre de la Culture par le ministre de la sous-culture, puisque c'est nous la culture. Ouais. Ça veut dire quoi maintenant sous-culture? En vrai, de vrai? Ça veut rien dire. C'est ce qu'on appelle l'underground, tu vois, le côté un peu... Je sais pas, de toute façon, c'est mon pote Navo qui dit ça, il dit que tant que nous on n'intéresse pas les vendeurs de voitures, à un moment donné ils nous mettront pas du Senseiya à la télé, donc maintenant ils nous mettent des mangas à la télé, ils disent voilà c'est bon, vous avez kiffé les mangas, t'as des voitures, achetez des voitures les gars. Donc maintenant ça y est, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on a grandi, mais on a toujours cette nostalgie, on aime les dessins animés japonais et ça fait partie de notre culture.
Et est-ce que toi, un jour, c'est un projet qui te ferait rêver d'en faire un, d'en écrire un dessin animé? Ah, ouais, grave. Ouais, de ouf. J'ai de la chance là, je produis mon premier dessin animé. Ça s'appelle L'homme le plus flippé du monde. C'est bizarre, hein, c'est ouf. C'est écrit par Théo Grosjean et réalisé par Motti et Théo Grosjean. Et c'est un peu des épisodes c'est des épisodes unitaires, des épisodes d'un programme court. Et le gars traite justement de des angoisses et des angoisses vraiment sévères et c'est très intéressant. Et c'est mon premier dessin animé. T'as aussi une autre casquette qui est celle de producteur. Ouais. T'as monté ta boîte qui s'appelle Faire kiffer les gens. Ouais. Faire kiffer les gens, je trouve que c'est un projet très noble quand on est producteur. C'est quoi les projets? Il y a ça, il y a Anna Apter que je produis qui fait un programme sur Canal qui s'appelle Ce sera peut-être mieux après. Qui est brillante. Anna Apter, si tu nous écoutes, sache-le, je te trouve brillante. C'est le futur. C'est le futur, Anna. Elle est trop forte. Il y a mon émission Un bon moment que je fais sur ma chaîne YouTube où je reçois mes amis, puis on discute, et puis on passe des bons moments. C'est le but, c'est le principe, tu vois. Des bons moments, préférés. Faire kiffer les gens, tu vois. Il y avait une phrase, il y avait un reportage sur Arte que j'avais adoré dans les années 2000 qui s'appelait Faire kiffer les anges. Et ange à l'envers, ça fait Jean. C'est un reportage sur la danse. Sur la danse. Ouais. Et j'étais un grand danseur à l'époque. J'étais un petit danseur parce que j'étais petit, mais j'adorais danser. C'était des documentaires qui m'ont beaucoup plu et c'est un peu ma culture, tout ça. La question qu'on se pose, et quand on écoute cet album, c'est maintenant que tu n'es plus petit, que tu assumes que tu n'es plus petit, mais tu gardes quand même ta part d'enfance, vers quoi tu penses te diriger? J'ai jamais eu de plan. Je pense que je vais Là, ça fait pas mal de temps que je note des trucs sur un sujet qui me tient à cœur et je pense que je vais écrire sur ce sujet parce que c'est un peu ma technique. Je note pendant des années, je laisse mûrir, je vois si je suis dans le faux parce que des fois j'écris des trucs, je me dis mais j'ai complètement tort en fait. Il y a des trucs des fois je suis vraiment content de pas les avoir écrits, pas avoir fait dans une série, parce que je me dis oh là c'était débile. Donc je laisse mûrir, je fais des bouteilles de vin en fait. Voilà, je cueille des raisins des années. Et là j'ai un petit cru 2017 à vous faire découvrir. Et j'espère que ça va vous plaire. Ça sortira dans les prochains mois, années. Bravo pour cet album, Kian. Merci, mais le mérite revient aussi énormément à Clément Lib. Rencontré dans les coulisses d'un concert de Big Flo et Oli. C'est ça, ouais. Qui m'a, excusez-moi, j'ai mangé une madeleine. Lâche-toi. Et j'ai été coupé. Vas-y, c'est l'heure. Non, mais justement, il m'a pas mis dans une case, il m'a dit viens on y va, on écrit, on voit et on avance et on a créé le projet. Donc je lui dois beaucoup parce que si le projet existe, c'est grâce à sa tenue, il a tenu le projet quoi. Donc merci à lui. Est-ce que tu vas le défendre sur scène cet album? Pour l'instant, c'est pas prévu. On verra. Pour l'instant, j'ai mon spectacle, une bonne soirée que je joue déjà dans toute la France et tout, et puis ça continue encore et puis et à la rentrée, en février, je fais une pièce de théâtre avec Eric Lemostino. Et Adèle Saint-Phal et on jouera à la Scala. Très bien. Voilà, tous les soirs au théâtre dans une pièce. Donc il y a déjà du projet sur scène qui est déjà là, donc les choses avancent petit à petit. Un prochain spectacle? Pas encore. Laisse-moi revenir aux premières fois. À la source. Ouais. Aller rôder un peu des blagues. Bah ouais. Comme je te disais, faut que je cueille le raisin là de 2021. 2022, je vais cueillir et après je laisserai en fût et après je le sortirai en 2024, 2025. Sinon, c'est le meilleur moyen de savoir si c'est un bon vin ou pas. Si c'est pas un bon vin, si c'est de la piquette, je jette. C'est pas de la piquette. En tout cas, je vous conseille d'écouter l'horizon des événements de Kian Kojandi. Merci beaucoup, Kian. Merci à toi, Mouloud. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? On change rien, c'est bien.